bienvenue à cette conférence virtuelle sur 20 années de guerre contre le terrorisme organisée par l'Institut Egmont. Conférence encore virtuelle, on espère que ce sera une des dernières peut-être avant de pouvoir reprendre des conférences en présentiel ou en tout cas en format hybride. Et aujourd'hui, donc, on va revenir sur 20 années de guerre contre le terrorisme. Il y a presque 20 ans de ça, les États-Unis étaient frappés par les attentats du 11 septembre, ce qui ouvrait une nouvelle ère, 20 années, 2 décennies durant lesquelles le terrorisme et la guerre contre le terrorisme plus spécifiquement ont largement défini les relations internationales et nos politiques de sécurité en Europe et au-delà. Donc il y a 20 ans, on rentrait dans une guerre dont on n'anticipait pas a priori à ce moment-là qu'elle allait durer 20 ans. Comme souvent, on rentre dans les guerres et on ne sait pas trop encore comment et on ne prévoit pas comment on va en sortir. Cette guerre contre le terrorisme, c'est une guerre dans différents sens du terme. C'est une guerre militaire, évidemment, mais c'est aussi une guerre idéologique, politique, voire sociale, différents aspects qui, j'imagine, seront abordés par nos orateurs du jour. Une guerre au contour incertain aussi, à la fois géographiquement, mais aussi en ce qui concerne l'ennemi. Donc effectivement, la définition de l'ennemi dans cette guerre contre le terrorisme a évolué avec le temps et sans doute continue d'évoluer encore dans la perception actuelle aujourd'hui. Et puis finalement, une guerre qui pose la question de la victoire, de la notion de victoire et de fin de cette guerre et de ce qui vient ensuite pour les prochaines années, peut-être pour les 20 prochaines années. Pour parler de ces sujets, de cette thématique-là, on a le plaisir d'avoir avec nous Marc Ecker et Elie Tenenbaum, tous les deux chercheurs à l'Institut français des relations internationales, l'IFRI, et surtout les auteurs du livre La guerre de 20 ans, djihadisme et contre-terrorisme au XXIe siècle, qui vient de sortir au mois d'avril, si je ne me trompe, chez Robert Laffont, et qui est d'ores et déjà donc disponible dans toutes les librairies et sur Internet, bien évidemment. Alors, avant d'introduire plus formellement nos deux orateurs, les auteurs de ce livre, je voulais simplement poser la question, Marc, Elie, pourquoi avez-vous eu cette idée, cette envie d'écrire un livre sur la guerre contre le terrorisme 20 ans après le 11 septembre? Merci Thomas d'organiser ce webinaire et merci à Egmont. On aurait bien aimé être à Bruxelles aujourd'hui. Malheureusement, on est toujours en situation pandémique, donc on espère que la prochaine sera effectivement outre-Quiévrain. Il faut encore patienter un petit peu. Pourquoi ce livre? Alors, il faut savoir qu'avec Elie, on travaille sur le terrorisme depuis bien longtemps. Moi, depuis plus de 15 ans maintenant, Elie depuis plus de 10 ans. Et depuis plusieurs années, on travaille aussi vraiment directement ensemble. Donc, on a fait des enquêtes de terrain ensemble à l'étranger. Le dernier voyage qu'on a pu faire juste avant la pandémie, c'était au Mali. Et puis, on avait déjà écrit aussi des publications communes, mais qui étaient plus courtes. Et le fait est qu'en 2018, on a eu un échange avec Elie en se disant qu'il fallait qu'on fasse quelque chose de plus costaud, de plus solide, un vrai livre, pour, d'une part, écrire l'histoire de la guerre contre le terrorisme, parce qu'on se rend compte en travaillant au quotidien qu'il se passe énormément de choses et qu'avec le temps, on oublie certains aspects qui sont pourtant importants, qui permettent de faire des liaisons entre certains théâtres, entre certains individus, entre certains groupes. Et puis, il fallait aussi analyser les dynamiques stratégiques de ce conflit et surtout tirer le bilan stratégique de la période 2001-2021. Donc, dès le départ, en 2018, on avait comme optique 2021 en se disant, comme cela a été dit lors de l'introduction, qu'en 2001, personne n'imaginait que ça durerait aussi longtemps. Et la question qu'on a voulu se poser, c'est qu'a-t-on fait de ces 20 ans? Pourquoi y sommes-nous encore? Et puis, on a voulu en tirer un vrai bilan. Je vais y revenir plus spécifiquement dans ma présentation. Mais l'objectif, c'était bien celui-là, c'était celui de l'inventaire, essayer de voir ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, et bien montrer ces dynamiques stratégiques. Merci Marc. Euh,
Élie, je ne sais pas si tu Bon, veux je rajouter pense que quelque chose. Marc, merci Thomas et également et à l'Institut Egmont pour cette invitation. Je ne vais pas redire ce qui a été dit. Effectivement, l'idée c'était au-delà de la symbolique des chiffres ronds et évidemment de marquer le triste anniversaire des attentats du 11 septembre 2001, voilà, de réclamer ce droit d'inventaire et de se dire qu'avons-nous fait de ces 20 ans, 20 ans à dépenser évidemment beaucoup d'argent sur la lutte contre le terrorisme, avec un coût humain qui a été tragique, à envoyer des soldats, des policiers, des forces de l'ordre au front d'une certaine manière, et puis avec à s'engager dans des mesures extrêmement vastes et ambitieuses et de regarder le résultat, non pas dans une logique de donner des leçons. On cherche à tirer des leçons, mais pas à en donner. Et donc, et en même temps, voilà, d'essayer ouais, de réfléchir au mieux sur ce temps qui vient de s'écouler, tout en faisant l'histoire, ou en tout cas en faire l'histoire, ça nous a semblé être la bonne manière pour nous d'en tirer les leçons. Très bien, merci. Peut-être un point, Thomas, que je peux ajouter, Ouais. c'est qu'on parle souvent de rétex en matière militaire, mais de plus en Mhm. plus aussi sur le territoire national. Et notamment quand il y a des attentats, on se dit il faut faire un retour d'expérience, il faut faire un rétex, savoir ce qui n'a pas fonctionné. Et dans le fond, on fait assez peu de rétex stratégique. Alors c'est vrai que c'est une ambition un peu folle, mais l'idée, c'était bien celle-là, c'est-à-dire se dire, on va essayer de faire un bilan stratégique, un retour d'expérience stratégique de ces 20 ans. L'ambition est élevée, notre travail est sûrement critiquable et on espère qu'on pourra en discuter lors de ce webinaire. Mais il nous semble important en tout cas qu'il y ait des acteurs dans l'écosystème institutionnel qui se saisissent par moments de sujets de cette ampleur et qui tentent des rétex stratégiques pour voir ce qui a fonctionné ou ce qui pourrait être amélioré. Non, tout à fait. Et je pense que c'était un projet effectivement très ambitieux, mais très réussi. Donc déjà, comme on dit dans ces cas-là, félicitations de toute façon pour ce très bel ouvrage. Une petite note technique ou logistique pour l'ensemble des participants. Donc on va écouter Marc Ecker et Elie Tenenbaum présenter les grandes lignes de leur ouvrage avec un appui, une présentation PowerPoint en appui. Et ensuite, on aura la possibilité vous aurez la possibilité de poser des questions aux orateurs via le Q&R, questions-réponses, qui se situe en bas de votre écran normalement. Donc, vous pourrez poser des questions et je me ferai un plaisir de les relayer vers nos orateurs. Maintenant, laissez-moi vous introduire peut-être un peu plus formellement nos deux orateurs de l'après-midi. Donc, on a le plaisir d'avoir avec nous, je pense, deux collègues, deux amis, puis les deux auteurs de cet ouvrage. Marc Ecker, qui est directeur de la recherche et de la valorisation de l'IFRI, donc à l'Institut français des relations internationales à Paris, et qui est rédacteur en chef de la revue Politique étrangère, qui est aussi publiée donc, qui est la revue de l'IFRI, qui est une revue de référence en matière de relations internationales en France et dans le monde francophone. Marc travaille, il l'a dit, depuis très longtemps sur les questions du terrorisme et du contre-terrorisme. En tant qu'étudiant, moi-même, je me rappelle déjà être familier avec le travail de Marc. Il a publié ces dernières années des études très intéressantes, dont je recommande vivement la lecture, notamment sur les profils, sur les trajectoires de djihadistes français. Le titre exact, Marc, c'était 137 Nuances de nuances de terrorisme. terrorisme, voilà. Une étude sur le djihadisme et aussi très récemment une étude d'évaluation des programmes de déradicalisation en France, étude que je recommande très fortement aussi. Outre son dernier livre avec Elie Tenenbaum, La guerre de 20 ans, publié chez Robert Laffont, il a aussi publié avant ça d'autres ouvrages, dont Intifada française chez Ellipse en 2012 et War 2.0, Irregular Warfare in the Information Age chez Prager en 2009 avec Thomas Reed. Et avec Marc Ecker, Elie Tenenbaum
qui est chercheur au Centre des études de sécurité de l'IFRI, donc l'Institut français des relations internationales, et coordinateur du laboratoire de recherche sur la défense, et qui travaille particulièrement sur les questions de guérilla et de guerre irrégulière, ainsi que sur la problématique des interventions militaires et des opérations extérieures, et qui a enseigné, je ne sais pas si tu enseignes encore, Elie, mais qui en tout cas a donné cours notamment à Sciences Po Paris. Je Donc voilà. continue à enseigner. Voilà, donc deux orateurs tout à fait exceptionnels qu'on a la chance d'avoir aujourd'hui. Marc, Elie, je vous donne la parole. Merci beaucoup pour cette introduction. Je partage mon écran. J'espère que ça fonctionne. On y va. C'est bon? Vous voyez bien? Oui. Donc, on va effectivement parler aujourd'hui de cet ouvrage, La guerre de 20 ans, et se demander si on arrive à la fin de la guerre contre le terrorisme. Comme je l'ai dit tout à l'heure en répondant à la question de Thomas, l'objectif de ce livre est triple, hein. Écrire l'histoire de la guerre contre le terrorisme, analyser les dynamiques stratégiques de ce conflit et tirer le bilan stratégique de la période 2001-2021. Je vais peut-être insister là sur le deuxième point pour en dire un peu plus que ce que j'ai pu évoquer tout à l'heure, qui est analyser les dynamiques stratégiques de ce conflit. En fait, un des points de départ aussi de cet ouvrage, c'est qu'on s'est rendu compte avec Elie, d'une part qu'un tel ouvrage n'existait pas, et d'autre part que le champ académique est très morcelé, et qu'on a d'un côté les spécialistes du djihadisme, qui eux-mêmes sont très morcelés, et spécialement en France, on a des divisions académiques très fortes autour de ces sujets. Vous avez sûrement dû entendre parler de l'opposition entre Gilles Kepel et Olivier Roy sur la radicalisation de l'islam contre l'islamisation de la radicalité, mais il y a également plein d'autres théories qui ont émergé sur les dynamiques post-coloniales de radicalisation, sur les dynamiques sectaires de radicalisation, sur l'importance des phénomènes psy dans la radicalisation, etc. Donc vraiment un champ qui est fragmenté. Et puis, de l'autre côté de ces spécialistes du djihadisme en tant que tel, et de ses doctrines, de sa sociologie, etc., on a un autre champ qui est les spécialistes de la réponse. Réponse militaire, réponse judiciaire, réponse policière. Et en fait, le constat qu'on a fait, c'est que ces champs dialoguent peu, dialoguent trop peu, alors qu'on est vraiment dans le domaine de la conflictualité, dans le domaine de la guerre. Et comme le disait Clausewitz, que vous avez sans doute reconnu, à la guerre, chacun des adversaires impose sa loi à l'autre. Et il est important d'étudier ces dynamiques stratégiques parce que souvent, quand un acteur agit, l'autre réagit. Et en matière de terrorisme, quand les terroristes agissent, souvent, ils recherchent la surréaction du côté du contre-terrorisme. Voilà, donc analyser les dynamiques stratégiques de ce conflit, ça nous semblait absolument essentiel. Et ce qu'on a fait aussi dans cet ouvrage, c'est que on l'a pensé pour différents types de lecteurs. Donc, c'est un ouvrage assez volumineux qui fait plus de 400 pages, et en particulier l'écriture de l'histoire de la guerre contre le terrorisme, on a voulu le faire de manière aussi précise que possible, avec notamment les dernières sources secondaires, mais aussi les dernières sources primaires qui ont pu être déclassifiées. Je pense là à des archives notamment américaines. Mais on a bien conscience que tout le monde, tous les lecteurs n'ont pas la possibilité de rentrer dans le détail, et les opérationnels, parfois, on manque de temps. Et du coup, on a pensé à eux, aux opérationnels, en faisant à la fin de chacune des parties un petit bilan sous forme de 2 ou 3 pages d'enseignement stratégique. Et la conclusion aussi de cet ouvrage, qui elle est un peu plus importante, est vraiment tournée vers les enseignements stratégiques. Elie y reviendra dans sa présentation, mais l'idée, c'était vraiment de pouvoir permettre à des lecteurs qui n'ont pas forcément beaucoup le temps, des opérationnels, de prendre quand même du recul en lisant ne serait-ce que la conclusion, la fin de chaque partie avec les enseignements stratégiques, et éventuellement, s'ils veulent aller plus loin, pouvoir rentrer un peu plus dans cette histoire de la guerre contre le terrorisme. Donc voilà pour cet objectif. Les questions qu'on se pose plus spécifiquement et qu'on expose comme telles à la fin, c'est: la guerre contre le terrorisme est-elle en train de se terminer? Si oui, qui en sont aujourd'hui les vainqueurs? Et est-ce qu'il y a d'ailleurs des vainqueurs? Quel est l'avenir du djihadisme?
Et puis, quelles priorités se dessinent pour la France et au-delà de la France, pour l'Europe et puis on parle évidemment aussi beaucoup des États-Unis qui sont quand même l'acteur central de cette guerre de 20 ans depuis le 11 septembre 2001. Alors moi, je vais m'atteler de répondre à la première question. La guerre contre le terrorisme est-elle en train de prendre fin? Avec un point de départ évidemment de cet ouvrage qui est la, le 11 septembre. 11 septembre qui ne marque bien sûr pas le début du terrorisme, hein. Il y avait évidemment du terrorisme de très longue date émanant de différentes mouvances basant leur cause sur différentes idéologies. Et le 11 septembre ne marque pas non plus évidemment le début du djihadisme. Et on revient dans un premier chapitre sur la genèse de ce djihadisme, sur la genèse d'Al-Qaïda, avec des sources idéologiques qui, pour certaines, sont très anciennes. Hein, je pense à Ibn Taymiyyah, donc qui peuvent relever des penseurs islamiques médiévaux, mais qui, surtout, ont connu une forte accélération au moment du djihad en Afghanistan contre l'Union soviétique des années 80, moment où notamment a été théorisée l'internationalisation du djihad telle qu'on la connaît depuis lors, théorisation qui a été effectuée par le penseur d'origine palestinienne Abdallah Azzam. Le 11 septembre, néanmoins, marque un changement d'air, d'une part parce que, par sa létalité, près de 3000 morts, les attentats de New York et du Pentagone marquent un saut quantitatif extrêmement significatif, mais il marque surtout un saut qualitatif, parce que des destructions de cette nature, on ne les imaginait pas de la part d'acteurs non étatiques. Jusqu'alors, on s'imaginait que seules des armées avec des moyens conventionnels plus classiques, pouvaient faire des dégâts de cette nature-là. Or là, les terroristes ont innové en transformant des avions civils en missiles de croisière et ont perpétré cet attentat qui a véritablement changé la nature et l'image du terrorisme, qui jusqu'alors était perçu comme une simple nuisance stratégique, en particulier au moment de la guerre froide, quand il y avait des menaces beaucoup plus importantes qui existaient, et notamment une menace d'affrontement nucléaire entre les deux pôles. À partir du 11 septembre 2001, on passe de cette perception d'une nuisance stratégique à une perception de menace existentielle. Et ça, c'est vraiment un changement majeur. Et la réponse américaine est à la hauteur de ce choc. Choc du 11 septembre qui est une surprise stratégique. Il y avait des éléments de renseignement qu'on détaille dans le livre qui laissaient penser qu'un attentat pouvait avoir lieu, mais personne n'imaginait un attentat de cette ampleur sur le sol américain. C'est plutôt un attentat du type de ceux qui avaient frappé les ambassades américaines à Nairobi et Dar es Salaam en 1998, en tout cas un attentat ciblant les intérêts américains à l'étranger, qui était attendu et pressenti. Donc là, il y a une véritable surprise stratégique, un choc. Il se trouve que l'année 2001 correspondait au 60e anniversaire du bombardement japonais sur Pearl Harbor, qu'à l'époque, un blockbuster était diffusé aux États-Unis, et immédiatement, dans l'opinion publique, mais aussi au plus haut niveau de l'État, puisque George W. Bush décrit dans son journal personnel, les attentats du 11 septembre sont perçus comme le Pearl Harbor du 21e siècle. Et comme Pearl Harbor de 1941 avait conduit à une entrée en guerre des États-Unis, le Pearl Harbor du 21e siècle conduit lui aussi à une entrée en guerre des États-Unis, avec George W. Bush qui proclame donc cette guerre globale contre le terrorisme. Sur le moment, on se demande s'il s'agit d'un effet rhétorique, puisqu'aux États-Unis, le terme de guerre est souvent employé dans les discours politiques. Hein. On pense à la guerre contre la pauvreté ou à la guerre contre la drogue sous Johnson ou Nixon. Il se révèle très rapidement que ce n'est pas un effet rhétorique. En fait, dès le 18 septembre, le Congrès américain vote une autorisation d'utilisation de la force militaire, AUMF, pour reprendre l'acronyme anglo-saxon. Et cette AUMF définit un cadre très large pour la guerre contre le terrorisme, puisqu'il autorise l'utilisation de la force sur un territoire qui est indéterminé et qui permet de frapper des États, des groupes, des organisations ou des individus, où qu'ils se trouvent dans le monde, non seulement s'ils sont à l'origine des attentats du 11 septembre, mais s'ils ont d'une manière ou d'une autre aidé à ces attentats.
Et 2 jours après le vote de cette AUMF, donc on est cette fois le 20 septembre 2001, le président George W. Bush donne là encore un cadre très large à la guerre globale contre le terrorisme, puisqu'il dit que cette guerre commencera avec Al-Qaïda, mais qu'elle ne s'arrêtera que lorsque tous les groupes terroristes de portée internationale auront été arrêtés, défaits, neutralisés. Et donc, on voit là que d'emblée, il y a un périmètre extrêmement large qui est donné à cette nouvelle guerre, avec cette notion de groupe terroriste de portée internationale qui continue d'ailleurs à faire débat jusqu'à aujourd'hui. Le premier théâtre de cette guerre contre le terrorisme, c'est l'Afghanistan, avec le début de l'opération Enduring Freedom en octobre 2001, qui aboutit très rapidement au renversement du régime des talibans qui hébergeait Al-Qaïda, qui aboutit aussi à la destruction des camps d'entraînement d'Al-Qaïda, à la neutralisation ou l'arrestation on estime jusqu'à 80% des combattants de cette mouvance caïdiste, et les principaux chefs d'Al-Qaïda, donc Oussama Ben Laden et son adjoint Ayman al-Zawahiri, rentrent véritablement dans la clandestinité totale, sont obligés de fuir et vont disparaître des écrans radars pendant plusieurs années avec simplement des interventions médiatiques sur Internet par le biais de messages occasionnels. Donc, de ce point de vue-là, la première action militaire de cette guerre contre le terrorisme est un succès, puisque Al-Qaïda subit vraiment un coup très dur. Et d'emblée, la perspective d'Oussama Ben Laden, qui était probablement d'attirer les États-Unis en Afghanistan pour lui faire subir le même sort que l'URSS dans les années 80, semble, disons, ne pas se concrétiser, puisque voilà, le régime des talibans est balayé et le sanctuaire d'Al-Qaïda semble avoir disparu. Toutefois, on va se rendre compte qu'évidemment, ce n'est absolument pas la fin de la guerre. En Afghanistan, la période de reconstruction se met en place et on voit que les Américains très vite se désinvestissent et misent sur d'autres alliés pour prendre en charge cette reconstruction et cette démocratisation, et met aussi le pied à l'étrier à des acteurs locaux qui ne sont pas recommandables et qui, en fait, au fil des années, vont développer une forme de mauvaise gouvernance qui va créer le lit d'un regain de l'insurrection. Mais surtout, ce qu'on va voir, c'est qu'au niveau global, la guerre contre le terrorisme se développe d'emblée dans différentes zones du monde, avec des missions de contre-terrorisme qui touchent aussi bien l'Afrique que l'Asie du Sud-Est, avec un cadre intellectuel de la guerre contre le terrorisme qui est repris par d'autres États, aussi variés que la Russie, qui s'insère dans le cadre de la guerre globale contre le terrorisme pour lutter contre les indépendantistes tchétchènes. Du côté israélien aussi, on essaye de s'inscrire dans ce cadre pour lutter contre des groupes islamistes locaux comme le Hamas ou le djihad islamique. Et même en Colombie, ce cadre de la guerre globale contre le terrorisme est repris dans le cadre de la lutte contre les FARC. Donc on voit d'emblée qu'il y a un effet assez structurant sur les relations internationales et pas que sur la politique étrangère américaine. On voit aussi que les États-Unis, dès cette période, commencent à adopter un certain nombre de méthodes contestées. Je pense là à l'ouverture de Guantanamo, par exemple, ou à l'ouverture de Black Sites de la CIA. Et ces méthodes contestées vont faire pâlir l'étoile ou vont ternir l'image des États-Unis qui était très positive après le 11 septembre 2001, avec un élan international de soutien aux États-Unis qui s'était manifesté jusque dans des pays traditionnellement opposés aux États-Unis, dans le monde musulman. Je pense par exemple à l'Iran, qui a pu manifester son soutien à ce moment-là, ce qui était plutôt surprenant. Mais bon, très vite, je vous dis, l'image des États-Unis va être ternie, et ternie d'autant plus en 2003 que le déclenchement de la guerre en Irak va être réalisé sur des motifs fallacieux, de liens prétendus entre Saddam Hussein et Al-Qaïda, et de l'existence contestée d'armes de destruction massive. Cette guerre contre l'Irak en 2003 va se retourner contre les États-Unis, puisque le vide sécuritaire créé par le changement de régime va en fait profiter aux acteurs djihadistes, et rapidement, l'Irak va émerger comme le nouveau centre de gravité du djihadisme international,
avec notamment la mouvance Zarqawi qui monte en puissance et qui sème les graines d'une véritable guerre civile en Irak avec une opposition entre sunnites et chiites dont on perçoit les effets jusqu'à aujourd'hui. Donc, cette première phase, pour nous, se termine en 2006. En 2006, les choses sont vraiment mal engagées pour les États-Unis, avec l'Irak qui est en pleine guerre civile et la mort de Zarqawi en 2006 ne résout absolument pas cette situation. Au contraire, on voit une augmentation des violences intercommunautaires dans les semaines qui suivent la mort de Zarqawi. Et puis en Afghanistan, on voit que la situation commence à se dégrader aussi sérieusement à partir de 2005. S'ouvre alors une deuxième phase de 2006 à 2011 qui est une phase de tentative de stabilisation de ces États par les États-Unis avec un changement de doctrine et de stratégie. On passe d'une logique de changement de régime avec la volonté de démocratiser ces États dans l'idée qu'en démocratisant, on lutterait contre des causes profondes du terrorisme, à une logique de contre-insurrection où il s'agit d'investir massivement au sol, notamment en envoyant des troupes, et de miser sur des acteurs locaux, notamment, c'est ce qu'on a appelé le réveil des tribus sunnites en Irak, pour tenter de sécuriser les populations et de séparer ces populations des insurgés. Et il se trouve que cette doctrine, qui se matérialise dans un document américain qui s'appelle le FM 324, produit notamment par le général Petraeus, cette doctrine produit un certain nombre d'effets positifs et à la fin de cette deuxième phase, 2011, la situation semble effectivement meilleure. On a une certaine stabilisation qui s'est développée en Irak. En Afghanistan, ça a été plus difficile, mais Barack Obama a quand même consenti à un surge, à une augmentation des troupes pour tenter d'obtenir le même type de résultat qu'en Irak. En tout cas, il y a un certain nombre de personnalités politiques, mais aussi de chercheurs qui, à l'époque, pensent que Al-Qaïda est sur la fin et que la situation est vraiment en train de s'améliorer. 2011 constitue néanmoins un tournant. Alors, tout d'abord, il y a un événement qu'il faut mentionner en matière de contre-terrorisme qui est très important et dont on a commémoré récemment le 10e anniversaire, qui est la mort d'Oussama Ben Laden. La mort d'Oussama Ben Laden est évidemment un grand succès du contre-terrorisme américain et est utilisé aussi à l'époque par l'administration démocrate pour justifier ses velléités de retrait, de désinvestissement dans ces guerres lointaines et coûteuses pour investir davantage à domicile, avec toute la thématique du nation building at home qui s'est développée depuis 2008 avec Barack Obama, qui est donc élu à la fin 2008 et qui arrive à la Maison-Blanche début 2009, au moment de la crise économique et financière internationale. Et Barack Obama, clairement, a besoin de ressources pour réindustrialiser les États-Unis, pour lutter contre cette crise économique et entend se retirer au moins partiellement de ces guerres du Moyen-Orient et d'Afghanistan pour réinvestir à domicile aux États-Unis dans des projets bénéficiant à la population américaine directement. Sauf que les plans américains vont être contrariés par une autre actualité de 2011, qui est les révoltes arabes qui secouent à l'époque l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient. Ces révoltes arabes, au départ, les djihadistes y sont peu présents, n'ont qu'un rôle très très mineur et uniquement dans certains pays, mais petit à petit, ils vont monter en puissance avec des stratégies et des évolutions très variables selon les États que l'on regarde et que l'on considère. Alors, il y a certains pays qui ont vraiment évolué vers la guerre civile, c'est le cas de la Libye, c'est le cas de la Syrie, évidemment, mais j'aimerais faire d'abord un petit crochet par un pays qui est présenté généralement comme la success story des printemps arabes, qui est la Tunisie, où la mouvance djihadiste locale a opté pour une stratégie très différente, qui est inspirée sans doute par un penseur jordanien qui était en prison à l'époque, qui s'appelle Makdissi, et qui est une stratégie d'implantation locale, de prédication auprès des populations, de développement d'actions sociales pour tenter de gagner du soutien populaire au départ sans utiliser la force. Et cette stratégie
fonctionne relativement bien entre 2011 et 2013. On voit que le groupe local Ansar al-Sharia progresse, gagne des sympathisants, gagne des soutiens, mais il mène aussi de plus en plus des actions d'agit-prop musclées face à des mouvances plus laïques ou plus progressistes en Tunisie. Et si bien qu'en 2013, il y a notamment eu l'assassinat en 2013 de 2 personnalités politiques majeures dans le pays, progressistes. Et en 2013, Ansar el-Sharia finit par être classée organisation terroriste et bascule véritablement dans la violence, avec d'une part des actions de violence terroristes dans le pays, en Tunisie, et puis d'autre part le départ spectaculaire de Tunisiens vers des zones de djihad, puisque vous le savez, hein, les Tunisiens constituent un des principaux contingents en Syrie et en Irak, mais aussi en Libye. Et on ne peut pas comprendre cet afflux massif sans intégrer au préalable toute cette prédication d'Ansar al-Sharia. Dans d'autres pays, comme je le disais, la situation évolue vraiment de manière catastrophique. Un mot sur la Syrie. La Syrie où très, très tôt dans le conflit, dès 2011, l'État islamique d'Irak, dirigé par Abu Bakr al-Baghdadi depuis 2010, l'État islamique d'Irak décide d'envoyer un tout petit contingent pour étudier les possibilités d'implantation du groupe dans cette zone déstabilisée. Et rapidement, ce groupe, qui se fait appeler Jabhat al-Nusra, progresse et mène des actions paramilitaires beaucoup plus efficaces que d'autres pans de l'insurrection, notamment parce que ce groupe utilise dès le départ des attentats suicides. Et petit à petit, donc, ce groupe monte en puissance, se fait remarquer, occupe une place voilà, de choix dans l'opposition armée à Bachar el-Assad, si bien qu'en 2013, Abu Bakr al-Baghdadi décide d'en reprendre les rênes. Et c'est le fameux schisme qui se produit dans la mouvance djihadiste, avec al-Baghdadi qui annonce publiquement que Jabhat al-Nusra est en fait une émanation de l'État islamique d'Irak et qui annonce la création donc d'une nouvelle entité, l'État islamique en Irak et au Levant. Sauf que le leader de Jabhat al-Nusra, Jolani, refuse cette sentence et en appelle à Zawahiri, devenu chef d'Al-Qaïda, pour trancher le conflit. Et Zawahiri tranche le conflit en disant que Jabhat al-Nusra doit rester Jabhat al-Nusra et entité officielle d'Al-Qaïda en Syrie, tandis que l'État islamique d'Irak doit rester en Irak sous la direction d'Abu Bakr al-Baghdadi. Et Baghdadi refuse cette sentence de Zawahiri et ça produit une division, une bipolarisation qu'on observe jusqu'à aujourd'hui de la mouvance djihadiste entre, d'un côté, les partisans d'Al-Qaïda et de Zawahiri, et de l'autre côté, les partisans de Abu Bakr al-Baghdadi, qui va donc devenir non seulement l'émir de Daesh, qui s'implante en tant que tel en Syrie et devient un groupe concurrent de Jabhat al-Nusra, mais qui surtout en 2014 va devenir le calife Ibrahim après la restauration du califat par ses sympathisants. Donc, fin de cette période de restauration du califat, fin de cette période, pardon, de déstabilisation post-printemps arabe en 2014, et on arrive à ce moment-là dans une autre phase qui est l'apogée de Daesh de 2014 à 2017, et évidemment la lutte également contre Daesh qui se structure de manière internationale avec une coalition qui est mise en place par les États-Unis, auquel adhèrent des dizaines d'États. Et dans le fond, cette période se caractérise par la volonté de Daesh d'établir un véritable proto-État en zone syro-irakienne et d'assumer toutes les tâches de gouvernance qui sont habituellement dues à un État. Cette période se caractérise aussi par la volonté de Daesh d'établir un califat mondial avec des provinces, des wilayas qui s'ouvrent un peu partout dans le monde, et souvent ce sont des scissions d'Al-Qaïda, donc on voit des luttes locales qui se développent au sein même de la mouvance djihadiste. Et puis cette période se caractérise aussi par une exportation du terrorisme qui touche notamment les pays occidentaux, et la France et la Belgique en ont évidemment
fait les frais et ont subi dans leur chair une campagne d'attentats particulièrement violente. Daesh finit par reculer sous les coups de boutoir de ses adversaires, avec la perte de ses capitales Mossoul et Raqqa en 2017, et puis la perte de son dernier réduit, Barouz, en 2019. Et aujourd'hui, on est dans une phase de reconfiguration de la menace où Daesh, bien que ce groupe ait perdu son sanctuaire syro-irakien, est toujours présent sous forme de guérilla dans un certain nombre de pays et avec une idéologie surtout qui reste attirante pour une portion minime de la population et très, très minoritaire de la population musulmane à l'échelle mondiale, mais ça fait quand même des milliers de sympathisants et même des milliers de combattants qui restent présents aujourd'hui. Et Al-Qaïda, de son côté, a opté davantage pour une stratégie d'implantation locale, d'alliance avec des groupes locaux, que ce soit au Sahel ou d'ailleurs en zone syro-irakienne. Et on assiste aujourd'hui à une présence d'Al-Qaïda qui reste tout à fait inquiétante et qui montre sa résilience tous les jours. Je vais m'arrêter là et je passe la parole à Élie pour répondre à une autre question qui est: qui a gagné la guerre contre le terrorisme, sachant qu'une des thèses de l'ouvrage consiste à dire que le cycle stratégique de la guerre contre le terrorisme qui s'est ouvert en 2001 est probablement en train de se terminer aujourd'hui en 2021, ce qui ne veut pas dire que la lutte contre le terrorisme est terminée, mais clairement on voit aujourd'hui que les États occidentaux, à commencer par les États-Unis, souhaitent refermer cette parenthèse pour se concentrer sur d'autres sujets stratégiques, notamment la montée en puissance de la Chine. Donc, on est dans une période de retour à la compétition de puissance. Élie, à toi. Merci Marc pour cette voilà, longue première introduction sur les grandes parties de l'ouvrage, mais je pense comme ça vous permet de balayer aussi un peu comment on a vu ces 20 ans. Je vais essayer d'être plus bref pour céder rapidement la parole aux questions, je crois, qui commencent déjà à arriver, mais essayer de répondre voilà, un peu à ces quelques questions qui sont des questions simples, des questions légitimes, que le grand public, aussi bien que les spécialistes, se posent et auxquels il n'y a évidemment pas de réponse facile. Et la première, c'est de se dire, bon, bah, si finalement on est bien au bout d'un cycle stratégique, alors est-ce que voilà, c'est toute la guerre qui se termine, ou est-ce que c'est une première manche ou une phase de cette guerre? En tout cas, il est légitime de se poser la question, de se dire qui sort vainqueur de ce cycle. Et c'est la question qu'on essaie de se poser aussi en conclusion. Et pour ça, on a réfléchi à avoir une approche par les buts de guerre, en disant finalement quels étaient les objectifs des uns et des autres quand ce cycle s'est amorcé, et est-ce que ces objectifs ont été atteints. Alors, du côté de la mouvance djihadiste internationale, de Ben Laden, mais d'autres, y compris d'Al-Qaïda et de Daesh, finalement, il y a une chose qui est assez facile pour nous, c'est d'identifier ces buts de guerre, parce qu'ils n'ont cessé de les répéter depuis les années 90 jusqu'à aujourd'hui. Vous ouvrez n'importe quelle publication de propagande djihadiste, finalement, ils disent les choses assez franchement sur ce qu'ils espèrent et sur leurs objectifs. Il faut toujours écouter ses adversaires, tout comme il fallait lire Mein Kampf dans les années 30. Il est important aujourd'hui de lire et d'écouter la propagande djihadiste pour mieux la comprendre et pour mieux comprendre quels sont leurs objectifs. Finalement, leurs objectifs sont assez clairs, ils ne cessent de le répéter. Il s'agit de faire partir ceux qu'ils appellent les juifs et les croisés des terres d'islam, de mettre à bas ceux qu'ils considèrent comme les régimes apostats du monde musulman, c'est-à-dire à peu près n'importe quel régime qui ne serait pas un émirat islamique fondé sur leur charte de valeurs et favorable à leur organisation. Et puis ensuite, progressivement, d'aller vers la proclamation de ce califat universel, qui est un objectif plus ou moins lointain en fonction des groupes. Il y a des divergences, mais c'est clairement les objectifs. Bon, évidemment, quand on regarde 20 ans plus tard,
alors que Al-Qaïda avait de manière assez intéressante mis en place un plan stratégique sur 20 ans, justement, qui imaginait une forme de victoire partielle ou totale à l'horizon 2022 avec la proclamation de ce califat universel. Ils sont loin d'y être parvenus. Les régimes apostats tellement honnis sont toujours en place. Certains régimes sont tombés. Marc a évoqué évidemment le moment clé des printemps arabes, mais il convient toujours de rappeler qu'ils ne sont pas tombés sous les coups des djihadistes, mais sous le coup de mouvements populaires bien différents, dont les djihadistes ont pu profiter par la suite, mais auxquels ils ne sont pas à l'origine, à leur grande dame d'ailleurs, d'une certaine manière. Et évidemment, la présence des forces américaines, occidentales, d'Israël dans ces régions est toujours prégnante. Et donc, les buts de guerre sont loin d'être réussis du côté de la mouvance djihadiste. Alors, est-ce que pour autant, le camp du contre-terrorisme doit se satisfaire de l'absence de succès total du côté du côté des djihadistes? Je ne pense pas. Dans la mesure où les ambitions fixées par George Bush de son côté dès 2001 et d'une manière assez récurrente, là aussi répétée régulièrement par le camp du contre-terrorisme, que ce soit aux États-Unis, en Europe ou dans d'autres pays, sur les pays de la ligne de front des guerres contre le terrorisme, était souvent de l'élimination justement de ces fameux groupes. Or, force est de constater qu'il existe un progrès indéniable du djihadisme et du terrorisme depuis 2001. Alors, Marc, si tu peux peut-être montrer un des graphiques qui n'est pas produit par nous, hein, qui est issu du Global Terrorism Index, qui se base en fait sur un outil statistique que vous connaissez, pour les spécialistes connaissent, qui est la Global Terrorism Database, qui est basée qui est créée par l'Université du Maryland aux États-Unis et qui recense les actes terroristes à travers dans le monde. Et là, il s'agit du nombre de victimes, du nombre de morts liés au terrorisme à travers le monde depuis le 1er janvier 2002, donc on va dire au lendemain du 11 septembre. Et on voit qu'on a eu malheureusement une croissance assez claire, particulièrement aiguë à partir justement de ces printemps arabes, mais de façon en fait assez significative depuis 2001, avec une décrue également depuis 2014, mais qu'encore aujourd'hui, on est dans de l'ordre de 3 fois plus de morts par an liées au terrorisme qu'on l'avait au lendemain du 11 septembre, donc de civils qui perdurent. Alors, il faut évidemment apprendre à décoder ce graphique, voir que l'Europe occidentale, les États-Unis représentent autour de 1% en fait des victimes du terrorisme dans le monde. Évidemment, la grande majorité, ce sont des pays musulmans ou majoritairement musulmans qui en payent le prix. Mais le résultat, on va dire, il est, on va dire, sous-optimal dans le sens où s'il s'agissait d'éliminer le terrorisme n'a pas été éliminé, évidemment, et on le sait tous, malgré tous les efforts qui ont été menés à l'encontre. Il en va de même du côté des combattants djihadistes qui ont là aussi considérablement accru leur nombre, leurs effectifs depuis 2001. Là, il s'agit d'une autre étude qu'on utilise, là aussi, qu'on remet en perspective, une étude d'un think tank américain qui s'appelle le CSIS, qui avait produit une réflexion sur l'avenir du salafisme, djihadisme après la chute du califat territorial. Et il proposait, à partir de différentes estimations qui sont accessibles en libre accès sur le nombre de combattants djihadistes. Alors, il s'agissait d'une addition, ça a été pas mal reproché par la suite en disant qu'ils additionnaient des groupes qui n'étaient pas forcément comparables, des groupes type Al-Qaïda ou Daesh, et puis des groupes plus locaux comme les talibans afghans, par exemple, ou les shebabs somaliens, mais avec des estimations
populations hautes et basses qui, dans un sens comme dans l'autre, arrivaient à une augmentation entre x2 et x3 du nombre de djihadistes qu'on avait au moment du 11 septembre. Et là aussi, des groupes qui sont loin d'être exsangues et donc un objectif, un but de guerre d'une certaine manière qui n'a pas forcément été atteint. Alors, là-dessus, ça pose la question, Marc en parlait, de savoir de quoi l'on parle quand on parle d'une menace terroriste internationale. L'ambiguïté initiale qui était de dire la guerre contre le terrorisme vise tous les groupes terroristes de portée globale. Que constitue un groupe terroriste de portée globale? On a produit une carte dans l'ouvrage, il y a deux cartes dans l'ouvrage, mais voici une, la carte de la menace, de la mouvance djihadiste internationale, et sur laquelle vous voyez donc les différentes implantations. Ça ne couvre pas le monde entier, mais en tout cas les territoires où il y a les plus fortes implantations, avec également les dynamiques, les groupes qui sont en recul et ceux qui sont en expansion. Et on voit bien que, par exemple, en zone syro-irakienne, il y a un recul net, là où on peut avoir une expansion en Afrique ou en Afghanistan. Mais finalement, parmi ces groupes, lesquels visent aujourd'hui activement les pays occidentaux, de la même manière que Al-Qaïda pouvait viser les États-Unis ou les pays occidentaux au moment du 11 septembre 2001. Et ça, c'est un débat qui continue à persister parmi les djihadistes. Nous, on ne tranche pas de manière définitive dessus, on apporte des clés de réponse. Mais en tout cas, force est de constater qu'il existe une trajectoire, j'en dirai un mot par la suite, localiste, on va dire, qui cherche finalement à prioriser un ancrage territorial davantage qu'une lutte contre ce que les djihadistes appellent l'ennemi lointain, et donc une menace à remettre en cause, et donc ne pas forcément regarder ces chiffres de 250 000 combattants djihadistes dans le monde comme une armée de 250 000 personnes qui ne pensent qu'à une chose, à attaquer les pays occidentaux, mais davantage au poids que constitue cette mouvance, pour une bonne partie avec des objectifs qui sont locaux. Enfin, et c'est évidemment très important, la question de la guerre des idées. On a essayé de l'aborder tout au long de l'ouvrage. C'est un point évidemment central qui a été reconnu comme tel très tôt par les Américains, par ceux qui se sont engagés dans cette lutte, en disant le djihadisme n'est pas uniquement une organisation ou un réseau d'organisations clandestines, c'est aussi une idéologie, et on ne pourra pas lutter durablement contre cette mouvance sans lutter contre cette idéologie. Il faut s'engager. Alors, l'administration Bush utilisait le terme de guerre des idées. L'administration Obama parlait de lutte contre l'extrémisme violent. En France, on a eu nos propres terminologies. Enfin voilà, chacun y va un petit peu de ces termes, mais il s'agit bien de ça. Ce qui compte, à mon sens, c'est que, enfin, ce qui mérite d'être. Alors, comment évaluer le progrès de la guerre des idées? Les indicateurs sont loin d'être évidents. On a regardé un petit peu ce qui avait été fait du côté des sondages d'opinion, avec notamment le Pew Research Center qui a fait des sondages régulièrement à travers le monde arabe sur, voilà, en gros, la popularité ou la confiance envers un certain nombre de figures du djihadisme comme Oussama Ben Laden ou d'organisations comme Daesh, et on voit finalement que les choses ont évolué. Par exemple, voilà, au Pakistan, où en 2003, vous aviez encore 44% des sondés qui donnaient vraisemblablement une opinion relativement favorable d'Oussama Ben Laden, opinion qui, au cours de la décennie qui a suivi, est tombée sous la barre des 20%, et donc une décrue à peu près systématique dans tous les pays. Alors, on partait de plus ou moins haut en fonction des endroits. Du côté de Daesh, on a des indicateurs un petit peu similaires, plus tardifs, qui doivent apparaître sur la slide, voilà, suivante. Mais là aussi, avec, on va dire, une décrue, avec encore des pays qui sont tout à fait inquiétants en termes de soutien populaire, mais une trajectoire qui paraissait quand même globalement plus positive. Et en même temps,
il est important de regarder que autant l'indice de soutien dans une opinion très très large et très complexe à des organisations violentes semble être sous une tendance baissière, même si, encore une fois, il reste des foyers et des plateaux de soutien, de sympathie, on va dire, qui peuvent être inquiétants. En revanche, il y a eu inversement des progrès, notamment des progrès de l'islam politique, de la vision du projet de société. Et donc là aussi, on utilise des sondages en disant, regardez par exemple sur les pays qui aimeraient, sur les pays où les populations souhaiteraient voir la charia être appliquée de manière plus officielle dans leur pays. En fait, on a des sondages très très favorables, largement au-delà des 50% pour pratiquement l'ensemble du monde musulman, à l'exception de quelques exceptions proche de l'Europe, dans le Caucase, au Liban ou dans les pays musulmans européens comme l'Albanie ou le Kosovo. En tout cas, voilà, quelques aspects sur la guerre des idées qui, là aussi, posent la question de savoir qu'est-ce que nous cherchons à combattre. Est-ce que nous cherchons à combattre un djihadisme violent physiquement ou est-ce qu'on cherche à combattre un islamisme ou un islam politique beaucoup plus large? Et là, ce n'est pas du tout la même assiette et pas du tout le même enjeu. L'avenir du djihadisme, rapidement, nous, on voit différents points. Encore une fois, ce n'est pas parce que les Européens ont décidé ou les Occidentaux décident de tourner d'une certaine manière la page de la guerre contre le djihadisme que les djihadistes, eux, sont prêts à faire le chemin dans le même sens et tourner leur page. Eux continuent à être convaincus de l'importance de frapper leur adversaire. Et tout d'abord, c'est une idéologie durable qui a fait un pari générationnel avec une place importante accordée aux jeunes, voire aux très très jeunes générations pour prendre la relève. Ils s'inscrivent très clairement dans une logique transgénérationnelle et puis une idéologie qui se fonde sur un certain nombre de facteurs aussi bien attractifs, même si un certain nombre d'entre eux ont perdu, par exemple la création d'un califat territorial est un facteur attractif important qui aujourd'hui a disparu, mais aussi des facteurs répulsifs, le sentiment d'une certaine discrimination des musulmans dans certains pays ou discrimination de certaines catégories. Alors ça peut être les Arabes sunnites en Irak, ça peut être donc sur un cadre confessionnel, ça peut être certaines populations Touareg ou Peul dans les pays du Sahel aujourd'hui, mais en tout cas ce sont des sentiments, on va dire, négatifs qui peuvent pousser certaines catégories, certains individus à être séduits par l'idéologie djihadiste qui va leur apporter en tordant souvent un petit peu le bras à la réalité, une forme de réponse. Une capacité d'innovation également remarquable que les djihadistes ont montré tout au long de leur histoire, capacité à innover sur le plan organisationnel, sur le plan stratégique, la capacité à survivre justement à la guerre, à la traque incessante que leur ont livré les services antiterroristes à travers le monde après le 11 septembre 2001, démontrent leur capacité d'innovation, leur capacité à saisir l'opportunité, comme au moment du printemps arabe, donc leur capacité à se renouveler, à se repenser, aussi bien au niveau tactique, l'utilisation de drones, l'utilisation d'Internet, que sur le plan, encore une fois, stratégique et organisationnel, qui, là aussi, donne une forme de durabilité, nous laisse entendre que nous n'avons pas fini, loin s'en faut, avec le djihadisme. Et en même temps, c'est une mouvance qui souffre aujourd'hui largement de division, de polarisation, avec une grande polarisation tout d'abord entre Daesh et Al-Qaïda, avec des tensions fortes et en même temps avec deux organisations centrales qui semblent très affaiblies, décapitées pour une certaine d'entre elles. Et donc,
des filiales locales qui tendent à s'autonomiser. Et là, c'est une autre tension entre le local et le global qui est importante. Dans quelle mesure les talibans qui étaient alliés historiques d'Al-Qaïda sont encore des véritables représentants d'un djihad transnational ou sont une version locale d'un djihadisme qui n'a d'ambition que locale. On peut se poser la même question pour Hayat al-Hacham en Syrie, dans la province d'Idlib. On peut se poser cette question-là aussi, dans une certaine mesure, avec certains groupes au Sahel, d'où la question, évidemment, des négociations. On voit que voilà, la négociation de l'accord de Doha entre les Américains et les talibans se fondait sur l'idée de dire qu'il pouvait avoir une distinction entre un groupe local et la mouvance globale à laquelle on le rattachait actuellement. C'est un pari sans doute risqué, mais qui mérite d'être entendu en tout cas. Et enfin, il me semble important de toujours souligner pour l'avenir du djihadisme la dynamique et la dialectique fondamentale de la surréaction. Le djihadisme et notamment le terrorisme, qui est un mode d'action du djihadisme, se fonde sur l'idée d'une surréaction de l'adversaire qui va d'une certaine manière conforter sa base populaire. On pourra en reparler dans le jeu des questions-réponses, mais en tout cas, c'est un vieux projet qui existe depuis longtemps dans la théorie de l'action terroriste, depuis les populistes russes ou les nihilistes ou les anarchistes du 19e siècle. Et donc, c'est un point central de savoir finalement qu'est-ce qu'on oppose aux terroristes et dans quelle mesure la réponse au terrorisme et au djihadisme en particulier ne le conforte pas et en quoi elle offre une véritable alternative politique. Il nous reste une dernière slide. Thomas, je ne sais pas si tu veux qu'on la déroule ou si tu veux d'emblée passer aux questions-réponses. C'est les leçons pour la France. On peut aussi bien, je vais les montrer d'emblée. Absolument. Soit on les évoque comme ça, on les présente rapidement, soit on le fait dans les questions-réponses. C'est comme tu le souhaites, Thomas. Merci. Déjà, merci beaucoup, Élie. Merci beaucoup, Marc. Merci à tous les deux pour votre présentation. Je profite de prendre la parole maintenant pour inviter l'ensemble des participants à poser leurs questions à travers l'onglet QR, questions-réponses, qui se situe en bas à droite normalement de votre écran. Je vous assure que si vous posez des questions là, on les verra et je les relayerai. Mais effectivement, on pourrait passer en revue, Marc et Élie, ce slide, parce que justement, je voulais vous poser la question des leçons en fait, que vous tirez, des leçons d'un point de vue tactique, mais aussi les leçons d'un point de vue plutôt stratégique qu'on tire de ces 20 années de guerre contre le terrorisme. Et au-delà des leçons, qu'elles soient négatives, qu'elles soient positives, j'aurais voulu vous poser la question aussi de savoir si vous estimez qu'on a commis une erreur stratégique en se lançant dans cette guerre et en ne s'en retirant pas finalement jusqu'à présent de cette guerre, et encore plus largement finalement la question de savoir si d'un point de vue stratégico-militaire, est-ce qu'on n'arrive jamais à apprendre les leçons du passé. Tout qui a travaillé un peu sur les conflits passés ou sur la lutte contre le terrorisme depuis la période anarchiste jusqu'à aujourd'hui peut parfois se poser cette question de savoir qu'a-t-on réellement appris, quelles leçons retient-on. Et donc vous qui avez fait cet exercice de manière approfondie, quelles leçons tactiques, quelles leçons stratégiques tire-t-on, ne tire-t-on pas, et surtout doit-on tirer de ces 20 années de guerre. Donc je vous laisse peut-être reprendre votre slide, mais avec ces questions-là aussi en arrière-plan. Effectivement, bon, très, très rapidement, mais l'une des grandes leçons, c'est de se dire il faut se méfier autant de la sous-évaluation de la menace que de la surréaction. On a dit la surréaction
est fondamentalement le piège que nous tend le terroriste, et on cite un certain nombre de grandes erreurs stratégiques qui relevaient de la surréaction. La plus évidente étant par exemple l'invasion américaine de l'Irak, qui finalement a remis en selle la mouvance djihadiste à un moment où elle était très affaiblie par une réaction qui était à la fois démesurée, disproportionnée, et qui tapait largement à côté de la plaque sur une cible qui n'était pas fondamentalement liée. Et en même temps, il y a d'autres erreurs stratégiques qui relevaient de la sous-évaluation, de la sous-estimation de la menace, et par exemple le fait de ne pas forcément croire ou regarder sérieusement la montée en puissance d'une nouvelle génération de djihadistes au moment de 2011, sur la période 2011-2014, alors que ce que se transformait véritablement sous nos yeux le djihadisme. On cite quelques exemples de mauvaise estimation ou de sous-évaluation à ce moment-là, et c'était évidemment également un moment stratégique, et donc qui a été payé très cher. Donc, alors vous allez me dire, c'est une réponse de Normand, mais en même temps, ça montre que voilà, ce sont deux écueils à éviter. Il est toujours difficile de naviguer entre les deux pour se faire, évidemment, avoir des services de renseignement qui fonctionnent, mais aussi, au-delà de ça, avoir une compréhension culturelle, politique, anthropologique des sociétés dont on parle. Ça fait partie des points centraux, et de les écouter. Un autre point, c'est que si on veut avoir une analogie sportive, la lutte contre le terrorisme est un marathon, et un très très long marathon, beaucoup plus qu'un sprint. Et que quand on part sur l'idée d'une guerre contre le terrorisme, avec énormément de moyens, en montant de façon très dramatique les attentes de la population, parce que vous dépensez des milliards ou des dizaines ou des centaines de milliards par an, comme ça a été le cas des Américains à une certaine période. Eh bien, vous ne vous armez pas pour durer, vous ne vous entraînez pas pour durer. La lutte contre le terrorisme est une forme de lutte asymétrique face à un adversaire qui, en tant que tel, n'a pas forcément les moyens de peser directement sur vos intérêts vitaux. En revanche, c'est un adversaire qui évite, qui apprend à se substituer, à se cacher derrière par tout un tas de mesures, et donc il faut s'entraîner pour durer, et donc c'est pas le même profil pour les organisations antiterroristes que d'avoir le profil d'un sprinter ou le profil d'un marathonien, et donc ça c'est un point central. Un peu lié à ça, c'est l'idée de limiter son ambition politique, mais sans cynisme. Là aussi, on est sur une fine ligne, mais on se rend bien compte que vouloir transformer fondamentalement des pays d'où sont originaires des mouvements terroristes comme l'Afghanistan, comme l'Irak, comme le Mali, pour les transformer sur quelque chose de complètement différent, c'est une ambition démesurée qui à la fois n'a pas de sens, qui relève d'une forme d'ingérence, et à laquelle nous n'avons pas vocation à nous plier, ni par choix politique, ni par moyens, tout simplement. Et donc, il faut prendre en compte les réalités politiques de ce avec les acteurs qui sont en place, certains acteurs avec lesquels on peut négocier, d'autres sans doute non, et donc sans cynisme. Il ne s'agit pas non plus de dire, on est prêt à accepter tout pour peu qu'on puisse négocier, et puis advienne que pourra, et tant pis pour les populations locales. Et en même temps, voilà, il faut rester dans l'ordre du possible en termes de trajectoire, et parfois on a eu une ambition sans doute démesurée à l'aune de ces transitions politiques. C'est directement là aussi lié à l'avant-dernier point, qui est sur la négociation. Nous, on pense fondamentalement que la négociation peut rentrer dans la réflexion sur la lutte contre le terrorisme.
Ça ne peut pas s'y limiter. La négociation est une carte dans le jeu de la lutte contre le terrorisme, au même titre que l'action militaire, que l'action policière ou judiciaire, que la réflexion sur le discours ou le contre-discours. Et donc, oui, négocier, pourquoi pas, mais sans naïveté, en sachant évidemment que quand on négocie avec des gens qui sont dits nos adversaires à un moment donné, qui ont des liens avec des groupes qui, eux, ne veulent directement nous nuire, eh ben, ça a un coût, ça aura des conséquences. Et donc, là aussi, c'est pas parce qu'un accord a été conclu à un moment donné qu'il faut imaginer qu'on est à l'abri de toute menace. Et enfin, pour conclure, peut-être c'est l'un des points centraux. À l'avenir, il y a de nouveaux défis qui frappent à notre porte. Il y en a toujours eu d'une certaine manière. Je pense que Marc le disait. Il y a des défis d'ordre stratégique, comme la rivalité systémique avec la Chine, par exemple, les nouvelles tensions entre les grandes puissances, et puis des défis d'un autre ordre, environnemental, climatique, sanitaire, évidemment, économique et sociaux. Et donc, dans tout ce paysage de menaces et de risques, le terrorisme, il faut lui redonner la place qui lui revient. Il y tient une place importante, mais sans doute à côté d'autres enjeux. Et donc, pour les appareils de sécurité nationale, qui sont les nôtres, la lutte contre le terrorisme ne peut plus constituer la clé de voûte, l'alpha et l'oméga de toutes les politiques de sécurité nationale. Je m'arrête là. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Élie. Merci beaucoup, Marc. Je veux maintenant, même si j'aurais des dizaines de questions à vous poser, je crois que cette conversation pourrait durer très longtemps. Je voudrais donner la parole, évidemment, aux participants. Une première question avait été posée dans le chat que je vais relayer tout de suite, et puis une question a été posée par Nicolas Cohen dans les questions-réponses. Mais commençons par la première question qui vous avait été posée et qui concernait le champ cyber ou le champ numérique. Et donc, la question était de savoir quelle était finalement l'importance du champ cyber en matière de lutte contre le terrorisme, avec dans la question un focus plus spécifique sur l'importance du numérique pour les groupes actifs dans la bande sahélienne et l'impact potentiel sur l'opération Barkhane. Je vais laisser répondre Élie sur l'aspect spécifiquement sahélien de la question, mais je veux quand même faire un cadrage global sur djihadisme et cyber. On s'évertue dans l'ouvrage à distinguer différentes phases de l'utilisation du cyber par les djihadistes, en montrant qu'ils ont été, peut-être pas précurseurs, mais enfin qu'ils se sont mis à utiliser le Internet très tôt, avec des sites web de sympathisants d'Al-Qaïda dès les années 90, et un site web lié directement pour le coup à Al-Qaïda et géré par Al-Qaïda avant même le 11 septembre 2001. Donc ça, c'était la phase qu'on qualifie de djihadisme 1.0 en référence au web 1.0. Et rapidement, ces sites web ont été attaqués, ont été instables, des cyberattaques provenant à la fois d'États et d'acteurs non étatiques. Et les djihadistes sont passés au djihadisme 2.0 en même temps qu'a été créé le web 2.0, sous la forme de forums djihadistes. Forums djihadistes arabophones pour beaucoup, c'est là qu'il y avait le plus d'utilisateurs, mais aussi déjà dans d'autres langues. Ça a été le cas de l'anglais, évidemment, mais aussi le français. Certains sites acteurs de la djihadosphère francophone, étant d'ailleurs basés à l'époque en Belgique. Ensuite, il y a eu la phase du djihadisme 3.0. C'est une phase où les forums ont un peu perdu de leur splendeur, notamment parce qu'il y a eu une crise de confiance sur les forums, parce qu'eux aussi ont été infiltrés, attaqués, etc. Ils étaient recréés, mais enfin, on voyait bien que voilà, les intervenants n'avaient plus autant confiance dans ces supports qu'avant. Et c'est aussi l'époque où les grands réseaux sociaux se sont développés. Et il se trouve que à ce moment-là aussi, on arrive au tournant des années 2010, se produit le printemps arabe, et les djihadistes, à ce moment-là, investissent les grands réseaux sociaux grand public.
Et à partir de là, ils attirent beaucoup, beaucoup de monde, beaucoup plus que sur les forums qui étaient quand même relativement confidentiels. Et pendant quelques années, ils ont eu une liberté de manœuvre quasi totale sur ces grandes plateformes internationales, Facebook, Twitter, etc., jusqu'à ce qu'il y ait une réaction et que ces plateformes contrôlent davantage les contenus et que les États aussi fassent pression sur les plateformes pour qu'un contrôle plus important soit exercé. Et on est arrivé à partir de la fin 2015-2016 à l'ère du djihadisme 4.0, où là, dans le fond, ces djihadistes font toujours des apparitions sporadiques sur les grandes plateformes, mais surtout ont une pratique du web beaucoup plus éclatée en passant d'une micro-plateforme à une autre. Et parfois des micro-plateformes qu'on n'attend pas sur le web russe ou sur d'autres plateformes. À un moment donné, des plateformes de l'ultra-droite américaine ont par exemple été un peu noyautées pendant quelques temps par les djihadistes, mais surtout ils éclatent leur message et ils sont très agiles et ils sont capables de passer d'une plateforme à l'autre et d'une application chiffrée à une autre. Voilà pour l'évolution globale. Et ce qui est surtout très frappant, c'est que les djihadistes se sont servis du web non seulement pour diffuser de la propagande, mais aussi comme véritable plateforme opérationnelle pour diffuser des grandes orientations stratégiques, des conseils tactiques, pour recruter et pour lever des fonds. Et puis, grand bémol, c'est que, évidemment, le web n'explique pas tout et que très souvent, on a des dynamiques parallèles entre Internet et la réalité, entre guillemets, enfin, in real life, et une radicalisation qui est loin dans les pays occidentaux de ne se faire qu'en ligne. Hein. Ça, c'est un peu un mythe, c'est-à-dire que les dynamiques territoriales avec la présence de prêcheurs et puis des dynamiques de groupe bien physiques qui se mettent en place dans certains quartiers existent véritablement et expliquent la radicalisation au moins autant que ce qui se passe en ligne. Et je crois que là encore, la scène belge l'illustre très bien. Je passe la parole à Elie pour l'aspect plus sahélien de la réponse. Ouais, en tout cas, effectivement, l'enjeu cyber est particulièrement important pour les différentes activités que Marc évoquait. C'est aussi un point important pour la dimension globale ou locale, c'est-à-dire qu'en fait, on voit finalement ce qui reste aujourd'hui des grandes centrales. C'est avant tout des grandes organisations centrales, hein, Daesh centrale ou Al-Qaïda centrale. Ce sont avant tout une forme d'harmonisation de la propagande. Qu'est-ce que c'est que Al-Qaïda aujourd'hui, sinon le média Sahab, qui est véritablement la centrale qui va harmoniser un petit peu les différentes déclarations et évidemment avec sa présence en ligne. Et on pourrait en dire autant des agences, des différentes agences d'Al-Qaïda, de Daesh, qui continuent à avoir une activité en ligne et qui se sont d'ailleurs assez transformées dans les années qui ont suivi la chute du califat territorial. L'Afrique n'échappe absolument pas à la règle. Au contraire, on a eu des groupes en Afrique qui ont été particulièrement actifs. Alors, je pense plutôt aux Shebab en Somalie, qui ont été parmi les tout premiers à avoir des chaînes YouTube, à diffuser des vidéos, mais en zone sahélienne, ils sont effectivement importants. Il y a des limites qui sont évidemment l'accès des populations à Internet. On est aujourd'hui à 50% de la population mondiale qui a accès à Internet, avec des zones lacunaires, notamment en Afrique. Pas uniquement. On estime qu'au cours des 20 prochaines années, on passera à 80 à 90% de la population ayant accès à Internet. Et donc, évidemment, plus le degré de connexion est élevé, plus l'intérêt pour ces groupes à diffuser des messages en ligne est important. Mais on voit déjà que l'essor énorme de la téléphonie mobile, d'une téléphonie de données ou des données mobiles, joue beaucoup en Afrique. Hein. La connexion se fait beaucoup plus par mobile que par connexion filaire. Et l'emploi des messageries type WhatsApp, par exemple, ont un effet absolument central dans la diffusion de la propagande en Afrique sahélienne. Et donc,
joue une place centrale. Mais voilà, j'insisterai encore une fois sur la dimension, tant qu'aujourd'hui, voilà, on a une propagande qui est relativement centralisée ou harmonisée. Ce sont des points intéressants sur le degré de connexion avec la mouvance globale, entre le local et le global. Et un groupe comme JNIM aujourd'hui, le Rassemblement pour la victoire de l'islam et des musulmans, qui est l'alliance autour d'Al-Qaïda au Mali, continue d'utiliser les médias liés à Al-Qaïda dans ses déclarations. Et donc ça, c'est un indicateur intéressant. Merci, merci à tous les deux. On a maintenant trois questions. Je vais les prendre dans l'ordre, hein. D'abord, la question de Nicolas Cohen. Alors, Nicolas Cohen, c'est un avocat ici à Bruxelles, assez impliqué dans les dossiers terrorisme de par ses clients, mais aussi membre, si je ne me trompe pas, du comité de vigilance de la société civile en matière de vigilance sur la lutte contre le terrorisme, et qui pose en fait cette question qui est presque plus philosophique, je dirais, que pratique, mais de savoir en fait comment on sort d'une guerre contre le terrorisme. Est-ce qu'il y a, comme dans une guerre classique, pour parler de paix, une option politique ou diplomatique qui permettrait de sortir de cette guerre, ou bien est-ce que ce n'est pas possible au vu de la nature de l'ennemi, quelque part, de sa nature non étatique, diffuse, sans représentant, sans reconnaissance internationale. Et puis évidemment, cette question se pose d'autant plus quand on se fixe à l'échelle interne, qu'elle soit domestique en France, en Belgique ou à l'échelle européenne. Donc voilà, quelle place pour ces réponses non militaires fondamentalement dans la lutte contre le terrorisme? Oui, plusieurs niveaux de réponse. Alors, tout d'abord, évidemment, on n'est pas dans un conflit classique et donc il n'y aura pas de traité de paix comme il peut y en avoir dans des conflits entre États. Ça, c'est la première chose. On est dans le domaine des guerres asymétriques et la déclaration de guerre est floue dans ce genre de conflit et la sortie de guerre l'est aussi. Donc, crier victoire dans ces conflits est généralement compliqué parce qu'il y a toujours des acteurs qui vont les poursuivre. Il faut se méfier des déclarations de victoire qu'il y a pu y avoir au cours des 2-3 dernières années notamment. Une fois qu'on a dit ça, on peut noter aussi qu'il y a toute une littérature sur les discussions avec les terroristes. Si vous regardez, si vous tapez Talking to Terrorists, vous trouverez plusieurs ouvrages. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces ouvrages souvent font état de discussions avec des terroristes ancrés territorialement et souvent avec des terroristes qui sont dans une logique de sécession régionale. Et là, effectivement, il y a des choses à négocier parce qu'on peut discuter de la gouvernance d'un territoire. Et le fait est qu'il y a un certain nombre de conflits, y compris en Europe d'ailleurs, qui ont pu se terminer par la négociation. Je pense notamment à l'accord du Vendredi Saint, par exemple, dans le cas du conflit nord-irlandais, même si vous avez toujours des splinter groups qui vont refuser la négociation et qui vont vouloir aller plus loin et continuer la violence pendant un certain temps. Mais enfin, voilà, il y a une possibilité de négociation. Quand Elie évoquait la question de la négociation tout à l'heure, qui est en fait vraiment dans l'air du temps et dans le débat en ce moment en France au sujet du Sahel, c'était plutôt dans cette optique-là. Et notre position, c'est que il y a parmi ces acteurs djihadistes au Sahel certains qui ont peut-être une logique plus locale et territoriale que d'autres. Et qu'avec ces acteurs-là, écarter la négociation et peut-être en fait se priver d'une carte. Parce que la négociation pourrait être une manière de diviser ces groupes qui, pour le moment, sont dans la même coalition. Donc, c'est ce point qui a été évoqué. Et puis, dans la question qui a été posée aussi, il y avait la question des djihadistes français et belges. Est-ce qu'on peut négocier avec eux? Là, on n'est pas dans cette optique-là. C'est-à-dire que dans l'optique des ressortissants nationaux, on est plus dans une logique de criminalisation. Et surtout, si la question est posée par un avocat, on est dans une logique de traitement judiciaire et moins dans une logique guerrière. Et donc, il s'agit là de les sanctionner parce qu'ils ont ils ont fait quelque chose d'illégal, et une fois qu'ils ont purgé leur peine, s'ils sont condamnés à une peine, de tenter de les réinsérer dans la société.
comme tout criminel qui aurait purgé sa peine. C'est ce qu'on essaye notamment de faire en France à travers un certain nombre de programmes de réinsertion, de réhabilitation, de désengagement, que tu évoquais d'ailleurs tout à l'heure, Thomas, avec ma dernière étude Djihadiste un jour, djihadiste toujours, point d'interrogation. Et la logique n'est pas celle d'une négociation. La logique, c'est celle d'une personne qui a purgé sa peine, qui peut-être adhère toujours à une idéologie qui rejette les principes démocratiques et républicains, mais à qui on peut donner une chance de réinsertion et de réintégration. Mais si cette personne euh, rompt à nouveau la loi, enfin enfreint à nouveau la loi, cette personne sera à nouveau condamnée et potentiellement retournera à nouveau en prison, avec une problématique qui fait peur à tout le monde, qui est celle de la récidive terroriste, et dont d'ailleurs on aura l'occasion de parler, Thomas, la semaine prochaine dans une autre conférence. Si je Tout à fait. peux Vas-y, Elie. Ouais. sur ça, je pense que vous avez des grands principes, type on ne négocie pas avec les terroristes, qu'on entend beaucoup, qui sont des principes de valeur, en disant voilà, des gens qui utilisent la force de cette manière-là, s'attaquent à des civils et proclament voilà, un projet politique qui est tellement éloigné de ce qui peut, de ce qui peut être ce à quoi nous aspirons. Finalement, il n'y a rien à négocier avec eux. Et puis, vous avez la réalité des rapports de force. Et finalement, la négociation, elle se met en place quand vous avez un rapport de force qui ne permet ni à l'un ni à l'autre d'obtenir tout ce qu'ils souhaitent par la force seule, par la victoire, par la contrainte, et en même temps que vous estimez qu'il y a suffisamment de place pour la préservation des intérêts de l'un et de l'autre à travers une négociation. Donc, le rapport de force, si on l'applique, finalement, du côté, comme disait Marc, des terroristes en France ou en Belgique, le rapport de force aujourd'hui ne leur permet absolument pas de nous imposer une négociation, fort heureusement. On est dans le cadre d'un état de droit où ils ont le droit à une défense et à un procès équitable et public, et puis évidemment à des peines et ensuite à des procédures de réinsertion, mais il n'y a pas à négocier aujourd'hui, tout simplement parce qu'ils ne représentent pas une force qui puisse nous contraindre à négocier dans un cadre où on aurait des intérêts à le faire. En revanche, voilà, sur les territoires étrangers, lointains, dans des opérations complexes, où on est face à des groupes beaucoup plus structurés, effectivement plus puissants et donc plus territorialisés, c'est quelque chose de différent. Et le cas afghan est évidemment intéressant. Fin 2001, quand les talibans avaient été entièrement dispersés, balayés par l'invasion américaine et l'offensive de l'Alliance du Nord, on estimait, et l'ambassadeur américain chargé de négociations à Bonn l'avait dit, James Dobbins, il avait dit, mais il n'y a rien à négocier avec les talibans, ils ont été battus, ils ont été rejetés par leur population, ils sont aujourd'hui dans une forme d'état gazeux qui fait qu'on n'a pas du tout à négocier avec cette force. Aujourd'hui, ben voilà, c'est 80 000 combattants, c'est des gens qui contrôlent un tiers du pays. Et là, force est de constater que le rapport de force, il n'est pas forcément entièrement favorable aux talibans, mais il est suffisamment important ou défavorable pour nous, pour nous contraindre à réfléchir à la négociation et identifier un certain nombre de critères ou de points de convergence. Maintenant, toute la question sera de savoir s'il y a un respect ou non de cette négociation, de ce sur quoi on aurait pu se mettre d'accord. L'un des points majeurs étant le lien entre les talibans et Al-Qaïda. Et donc, au-delà de la négociation, la capacité, de la même manière qu'il est important de garantir d'être en mesure de faire valoir un jugement, d'appliquer une peine, il est important d'être sûr d'être capable de faire appliquer un traité. Il y a eu un traité de paix qui a été signé, un accord de paix qui a été signé entre les Américains et les talibans. Dans quelle mesure les Américains seront en mesure de le faire respecter ou de le rappeler au bon souvenir des talibans s'ils venaient à ne pas le respecter, ce qu'on pourrait soupçonner. Et ça, c'est encore une fois une question stratégique et de volonté politique.
Merci. Je voudrais encore que vous ayez la possibilité de répondre aux deux dernières questions qui ont été posées. Si vous pouviez y répondre de manière très brève, comme ça je pourrais vous poser une dernière question sur laquelle j'aimerais vraiment vous entendre. Mais donc en fait deux questions qui sont à la fois très différentes, mais qui se rejoignent dans le sens où elles touchent à notre manière d'appréhender finalement le terrorisme et la lutte contre le terrorisme. Une question qui touche à ce qu'on appelle le crime-terror nexus, donc au lien entre terrorisme et criminalité organisée, ce qui change notre manière de percevoir la menace et ce qui change fondamentalement aussi notre manière de répondre à cette menace. Et puis une autre question posée par Philippe Masset, donc, qui est le directeur du CAPREV en Belgique francophone. Le CAPREV, c'est le centre qui est responsable de la prise en charge des personnes radicalisées ou des personnes en lien, les familles avec des personnes concernées par la radicalisation. Donc qui est un des outils dans la boîte à outils en Belgique pour faire face à la problématique des extrémismes violents et voilà, qui soulève le fait que le terrorisme est souvent lié à une forme de localisme aussi, et ça a été abordé dans nos discussions. Et donc, finalement, est-ce que la meilleure réponse au terrorisme n'est pas une réponse ancrée localement et pas une réponse qui vient de l'extérieur, qui est imposée de l'extérieur? Et par exemple, ça pourrait tout à fait nous faire réfléchir par rapport à notre manière aujourd'hui de réfléchir et d'appréhender la menace dite émergente en Afrique centrale, au Congo, au Mozambique notamment, qui est une menace qui est en grande partie ancrée très localement, mais où on commence à arriver avec des réponses externes et potentiellement militaires. Mais donc là, ça n'était pas dans la question, mais c'est moi qui rajoute cette partie-là. Mais voilà, si vous pouvez répondre vraiment en 1 ou 2 minutes chacun, je sais qu'on pourrait en parler pendant 1 heure, mais voilà. Très bien, je commence et je vais essayer de faire vite. Sur le lien entre criminalité et terrorisme, il y a de nombreux travaux, hein, je pense notamment au projet de Peter Neumann et Rajan Basra sur ces questions. Moi-même, j'avais étudié ce point pour la France dans l'étude 137 nuances de terrorisme, en montrant qu'il y avait 40% des individus de ce panel de 137 qui avaient déjà été condamnés pour des faits de droit commun, souvent de la petite délinquance, et 12% qui avaient été signalés à la police ou à la gendarmerie, mais sans qu'il y ait des poursuites, et là encore pour des faits essentiellement qui relèveraient de la délinquance. Donc ce lien existe. Ça laisse quand même quasiment la moitié des individus qui n'avaient pas fait l'objet de condamnation. Et puis ça pose la question évidemment de ce qui se passe en prison, avec la problématique de la radicalisation en prison dont on parle en France depuis presque 20 ans, mais des mesures qui ont vraiment maintenant été prises en place, qui ont été vraiment mises en place, pardon, depuis 3-4 ans côté français, avec une évolution de la doctrine, la création de quartiers d'évaluation de la radicalisation, de quartiers de prise en charge de la radicalisation, et puis avec la volonté de mieux travailler le lien entre ce qui se passe en prison et puis la sortie dans des programmes de désengagement en milieu ouvert. Sur l'autre question, ce qu'on montre, c'est que bien souvent, la menace est un mélange de problématiques locales et de problématiques globales. Et là encore, il y a eu des guerres universitaires entre les djihadologues ayant une vision générale et puis les spécialistes de area studies rappelant l'antériorité des conflits. Mais ce qu'on voit, c'est que les djihadistes savent très bien instrumentaliser ces conflits locaux antérieurs et qu'on ne peut absolument pas faire fi de cette dimension internationale. Il y a cette expression qui existe encore depuis une quinzaine d'années de djihad local, un mélange de global et de local, mais c'est vrai que c'est encore ce qu'on observe. Et donc, c'est vrai que dans l'idéal, il faudrait que les acteurs locaux puissent eux-mêmes faire face et se saisir de ces menaces. En réalité, et surtout quand on parle de l'Afrique subsaharienne, on voit qu'il y a bien souvent un vide de l'État et une incapacité à faire face et un rapport de force tout simplement qui localement peut être favorable aux djihadistes. Et les interventions occidentales sont aussi parfois demandées par des acteurs locaux. Donc il ne faut pas uniquement voir ça à travers le prisme d'un interventionnisme occidental qui viserait à contrôler des acteurs locaux, parce que souvent c'est aussi voilà, la demande d'acteurs locaux que ces acteurs internationaux interviennent.
J'ajoute pas beaucoup plus sur Crime Terror Nexus. Il y a une différence entre, disons, la trajectoire des individus qui peuvent aller de la délinquance vers le terrorisme, effectivement plus de la petite délinquance que du crime organisé au sens strict. Et ensuite, il y a la question d'une alliance qui peut avoir sur certains points entre des groupes terroristes qui ont des visées terroristes et politiques et du crime organisé qui finalement travaille avec qui a le pouvoir et qui a les moyens, et donc qui peuvent évidemment apporter certaines de leurs solutions, de leurs compétences dans le champ de la clandestinité. Et donc on peut avoir des alliances qui sont nouées, on l'a vu au Sahel, on l'a vu en Irak aussi, avec des acteurs qui sont spécialisés dans la contrebande, qui peuvent s'associer, mais pour le profit avec les groupes terroristes. Enfin, je ne vais pas en dire davantage, mais il y aurait évidemment beaucoup à dire. Et sur le local global, évidemment, les solutions, elles doivent être locales. Maintenant, il ne faut pas être naïf sur le degré d'internationalisation de ces groupes. Ce n'est pas parce que ces groupes sont ancrés dans le local avec des revendications qui peuvent être locales qui n'ont pas forcément de connexion, ne serait-ce que dans l'ordre de l'idéologie. Quand un groupe comme Ansar al-Sunna au Mozambique décide de prendre le nom la bannière de l'État islamique, ça veut aussi dire quelque chose. Il faut les écouter, il faut comprendre qu'est-ce qui est derrière cette recherche d'insertion dans un projet global. Et puis évidemment, les solutions, elles doivent être à travers des dispositifs locaux, mais qui peuvent avoir le soutien de la communauté internationale. Mais évidemment, l'enjeu fondamental, c'est l'alternative, ce qu'on propose. Et ce qu'on propose, c'est au niveau local, c'est pas au niveau général. Merci. Et puisqu'on est arrivé à la fin de cette conférence, je voulais terminer par une ou deux mini-questions, et vraiment, vous pouvez répondre en 30 secondes, parce qu'on est vraiment arrivé au terme de cette conférence. Mais puisqu'on parle de guerre contre le terrorisme, et puisqu'on a la chance d'avoir deux chercheurs français avec nous, la France, au début des années 2000, avait pris ce ton un peu très prudent par rapport à cette notion de guerre contre le terrorisme, et d'ailleurs avait été très fortement suivi par un certain nombre d'États dans cette approche prudente. Et pourtant, au lendemain des attentats de Paris en novembre 2015, la France déclare la guerre au terrorisme. Alors, est-ce que pour vous, c'était une erreur de déclarer la France, ou est-ce que c'était une réaction normale, légitime, parce qu'il y avait effectivement quelque chose de totalement fort, exceptionnel dans ces attentats qui justifiait ce changement de rhétorique? Et puis votre livre s'appelle la guerre de 20 ans. Est-ce que vous pensez que l'histoire retiendra cette guerre comme une guerre de 20 ans, ou comme une guerre peut-être de 25, de 30 ou de 40 ans? Sur la première question, alors c'est vrai que la posture française a changé, c'est indéniable. En 2006, la France avait produit un livre blanc sur la sécurité intérieure face au terrorisme, dans lequel il était écrit noir sur blanc que le concept de guerre contre le terrorisme était rejeté, en expliquant notamment que si ce concept était adopté, ça amènerait à adopter des mesures exceptionnelles sur le territoire national et dérogatoires du droit commun. Et plus tard, alors c'était avant 2015, c'est en 2013 que cette rhétorique de la guerre contre le terrorisme est arrivée au moment de la guerre au Mali. Elle est arrivée sur un territoire extérieur, et effectivement, elle est arrivée sur le territoire national avec les attentats de 2015. Pour ma part, je pense que les arguments de 2006 du livre blanc sont tout à fait entendables, et qu'on aurait pu rester dans une posture similaire en disant que en expliquant pourquoi le concept de guerre contre le terrorisme est problématique, tout en disant, et c'était le cas en 2006, que l'utilisation de la force armée est nécessaire. Est nécessaire notamment pour aller détruire des sanctuaires à l'étranger, parce que ça ne peut pas être fait par une approche simplement policière et judiciaire. Donc, c'est voilà, une démarche qui est un peu complexe intellectuellement, mais qui peut quand même se justifier. Là, on pourrait en parler pendant des heures, et Elie voudra sans doute compléter, mais voilà ma position en deux mots. Et pour ce qui est de l'autre question, nous, on postule que quelque chose est quand même en train de changer.
Le retrait américain en est l'expression. C'est la volonté donc de refermer la parenthèse non seulement de la guerre en Afghanistan, mais plus largement de la guerre contre le terrorisme. Mais évidemment, la menace est toujours là. Et donc, il faudra encore lutter contre le terrorisme. Et là encore, on a une réponse qui est un peu subtile, mais qui consiste à dire la guerre contre le terrorisme telle qu'on l'a vécue depuis 20 ans va probablement prendre fin, mais ça ne met pas un terme ni à la menace ni à la lutte contre le terrorisme, qui va adopter sans doute une approche plus légère dans les interventions extérieures, sur la base notamment de drones, de forces spéciales et de renseignements. Et puis en interne, c'est évidemment l'accent qui va être mis et qui a déjà été mis sur les aspects policiers et judiciaires, et puis une dimension de prévention et de réinsertion qui sera plus sociale. Merci. Élie, en 1 minute. Bon, même pas 1 minute. Je souscris évidemment à tout ce qui a été dit par Marc. Sur le changement de posture française, ce qui est intéressant, c'est de dire que finalement, il est facile de critiquer une dramaturgie politique quand on n'a pas été directement victime ou pas victime de manière aussi spectaculaire que ça a été le cas pour le 11 septembre. Et puis, on a bien vu que quand la France a été directement ciblée, on voyait les choses de manière un petit peu différemment. Et donc, c'est encore une fois, on n'est pas dans une posture de donneur de leçons. Donc, voilà, il s'agissait de comprendre aussi pourquoi la nature de la réponse américaine a été à la hauteur de la provocation qui a été faite. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas fait d'erreur, loin s'en faut. Et évidemment, la réponse française dans les années 2000 était nuancée. Quand on a des attentats de l'ampleur de celle de ceux de 2015, il y a une réaction forte qui est voulue. Maintenant, il faut savoir terminer une guerre, exactement comme il faut savoir refermer une parenthèse. Et donc, je pense que c'est là-dessus que se conclut l'ouvrage, et sans pour autant verser ni dans la naïveté, ni dans une forme de résignation. On va continuer à lutter, mais autrement, encore une fois, pour s'inscrire dans la durée. Je ne dirais pas plus. Élie Tenenbaum, Marc Ecker, merci beaucoup pour votre présentation, pour vos éclairages. Merci à tous de nous avoir écoutés, d'avoir participé en posant vos questions. Je rappelle l'ouvrage « La guerre de 20 ans, djihadisme et contre-terrorisme au XXIe siècle », publié chez Robert Laffont, est disponible dans vos librairies et en ligne. Et je recommande aussi de télécharger gratuitement, là, sur le coup, toutes les publications de Marc Ecker et d'Élie Tenenbaum via le site de l'IFRI. C'est ifri.fr, si je ne me trompe pas. .org, .org, pardon. Voilà. Merci à tous. Merci beaucoup. Une excellente soirée. Au revoir. Au revoir. Au revoir.